Majesté, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour introduire le meeting qui va désormais avoir lieu, je voulais reprendre deux expressions. Une de Eugène-Henri Mauret, qui parlait du peuple éduqué, du peuple responsable et citoyen, et une de Kamel Béchik, qui opposait la France virtuelle à la France réelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la France virtuelle, c'est la France de nos élites, voudrait que la France réelle porte sur elle-même un regard dépréciatif. Nous sommes un peuple moisi, ringard, vol, raciste. Chaque fois d'ailleurs que le gouvernement a un ennui ou a une difficulté à annoncer, il nous sort l'affaire Taubira, l'affaire Dieudonné. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours nous convaincre les Français de leur indignité et de la nécessité de changer ce peuple. Leur objectif, c'est bien de le redéfinir et de le soumettre, pour le soumettre à leur logique impitoyable. Toutes les lois et tous les projets qui ont lieu, surtout depuis un an, tendent à cet éclatement du peuple français, à cette destruction du regard à la fois que le peuple porte sur la nation, sur son identité, et également que l'homme français, que le citoyen porte sur lui-même. Alors j'ai fait un peu la liste, à mon avis elle n'est pas exhaustive. S'agissant de la nation, il y a toujours bien sûr un abandon toujours plus prononcé de la souveraineté nationale à l'Europe. Il y a également une politique migratoire et des projets communautaristes qui visent à déstabiliser la cohésion nationale. Mais cette cohésion nationale est également plus sournoisement attaquée dans l'enseignement. On sait que l'enseignement de l'histoire particulièrement est attaqué. Également, on a la législation au nom de la lutte contre la discrimination. Quant à la législation ou au projet de loi sur la société et l'individu, nous avons été particulièrement riches cette année. Destruction de la famille avec le mariage gay, agression des enfants également dans l'école, théorie du genre, valorisation jusque par le ministre de l'Éducation nationale de la drogue. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un ministre de l'Éducation nationale se prononce pour la dépénalisation de la drogue, c'est particulièrement grave, compte tenu de l'autorité morale qu'il représente auprès de la jeunesse. Atteinte également, ou projet d'atteinte à la transmission de la vie, GPA, PMA, banalisation également de l'avortement, avec une volonté d'interdire toute opposition ou toute alternative à cet acte. Également une atteinte plus générale à la vie, de l'embryon, qui est désormais considéré comme un simple matériau scientifique, ou également de l'euthanasie, et on voit le bruit qui est fait aujourd'hui autour de l'affaire Vincent Lambert. Donc on peut dire qu'il n'y ait pas une mesure, pas un projet qui ne soit dicté depuis au moins un an et demi par la volonté de détruire la société et de détruire la cohésion nationale. Mais justement, l'année 2013 a également été riche d'espoir. Parce que, et je pense que la France virtuelle ne s'y attendait pas, la France réelle s'est levée. Et l'opposition commence à s'exprimer. Elle s'est même exprimée dans la dignité et dans la détermination tout au long de l'année. Ça a été une véritable levée en masse. Ça a été rappelé 3 fois 1 million de personnes qui se sont levées, qui se sont donné rendez-vous à Paris pour dire non au projet du gouvernement. C'est pourquoi le meeting va avoir, si vous voulez, un double thème complémentaire. Tout d'abord, l'instauration plus ou moins douce de ce nouveau totalitarisme et la relève qui s'annonce, car plus que jamais, ici, nous sommes convaincus que le désespoir en politique est une sottise absolue. Éric Letty, tout d'abord, journaliste, va nous parler de ce totalitarisme qui vise à instaurer au nom de l'individualisme sur la destruction des familles, des corps intermédiaires des peuples, un État mondial, en face duquel l'individu sera seul. Mais face à cet État, il incombe aux générations montantes d'entrer en résistance. Elles ont commencé déjà à le faire, et c'est Charles de Meyer, jeune fondateur de SOS Chrétien d'Orient, qui est de retour de Syrie, rédacteur en chef du blog Nouvel Arbitre, qui est le mieux à même de traiter de la relève militante et générationnelle. On sait aussi que les mouvements, la Manif pour tous, le printemps français, les différentes manifestations du printemps dernier ont été durement réprimées par le pouvoir parce qu'il était désarçonné, surpris de cette levée en masse de la France réelle. Et il y a un thème, avocat et journaliste, parlera de la vitalité militante à travers les procès tous azimuts, et on sait quelque chose de l'Action française, qui ont eu lieu parce que les tribunaux sont eux aussi des lieux de combat. Enfin, la relève militante doit s'inscrire dans une véritable relève civique, ou quand c'est le pays réel qui s'empare de la légitimité. Ce sera le sujet que traitera Philippe Ménard, avant qu'Olivier Perceval ne conclue la réunion publique, en nous rappelant que face au régime des partis, qui dissout la France, l'espérance reste royale, comme le disait Pierre Boutan, le droit du prince naît du besoin du peuple. Merci. Chers amis, alors comme ça, c'est vous la relève.
je ne me sens pas encore complètement un vieux croton, encore que, ça y commence à y ressembler. Et il est vrai que le monde a considérablement changé depuis mon premier camp d'AF. C'était en 1981, je crois. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson. L'URSS existait encore et elle faisait planer sur une menace sur nos libertés. Yves Montand et d'autres encore échafaudaient des scénarios d'invasion de l'Europe qui mettaient les Russes en 48 heures chrono à Paris. Et donc voilà la présence de ce totalitarisme vieillissant, mais auquel il restait encore des crocs, a masqué à l'époque la mise en place d'un autre totalitarisme en Occident, qui était encore plus dangereux peut-être, en tout cas non moins totalitaire, et qui s'est considérablement développé depuis, notamment sous l'égide des Nations Unies, agi, c'est vrai, par les États-Unis, et des grandes ONG. Ce totalitarisme-là a développé ce qu'on appelle la pensée unique, un politiquement correct d'une intolérance absolue, dont l'actualité française nous a encore donné ces jours-ci des exemples récents. Il a imposé depuis longtemps ces thèmes idéologiques à travers, par exemple, le concept de développement durable, qui était une conception malthusienne de l'écologie, une fausse conception de l'écologie, qui présente l'homme comme un nuisible, ou encore à travers les revendications LGBT, l'idéologie de genre, etc. En réalité, il s'agit comme toujours de créer l'homme nouveau, d'élaborer une nouvelle anthropologie destinée à remplacer l'ancienne. Une anthropologie où l'homme et la femme ne seront plus que des individus prétendument seuls et prétendument libres, et implacablement seuls, face à une machinerie bureaucratique d'un État mondial, à terme hyper centralisé. C'est ce que l'on nous présente et ce que l'on nous prépare sous les promesses de gouvernance mondiale. Il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Jacques Attali, j'en parlais tout à l'heure, et parce qu'il est cynique, et comme il est complètement cynique, il dit tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas. Voilà ce que disait Attali dans un texte qui a été publié sur Internet et qu'on y trouve facilement. Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique et sans même que nul ne les porte. Il ajoute, les hommes et les femmes seront ainsi égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation, qui ne sera plus le privilège ou le fardeau des femmes. Quelqu'un qui est un penseur autrichien, Hans Kelsen, a été un peu l'idéologue de cette philosophie aux Nations Unies, comme l'a écrit et montré le monseigneur Michel Fouillance, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il a écrit un livre que je vous conseille de lire si vous le trouvez, parce qu'il est assez difficile à trouver, qui s'appelle « La face cachée de l'ONU ». Il montre que cette idéologie repose sur une conception anglo-saxonne du droit qui fait une large part à la coutume et au consensus pour définir un nouveau système de normes juridiques contraignantes et coercitives et de nouveaux droits de l'homme qui sont le droit à l'avortement, le droit à ceci, le droit justement, le droit au mariage pour tous et compagnie, j'en passe et des meilleurs. Ces nouvelles normes favorisent ce qui va dans le sens de l'individualisme au sens où l'entend Attali et en fait défavorisent tout ce qui ressemble aux communautés naturelles, au corps intermédiaire, depuis la famille jusqu'à la nation, qui, bon, vous le savez bien, c'est pas à des Maurassiens que je vais l'apprendre, qui est la plus grande communauté, en fait, historique. Ce sont pourtant dans ces communautés que les personnes s'enracinent et trouvent un sens à leur existence, non seulement au sens eschatologique du terme, mais tout simplement dans les actes de la vie quotidienne, des plus humbles aux plus exaltants. C'est pourquoi la destruction de la famille est méditée, voulue et mise en œuvre. On en a eu des exemples récents avec la loi Taubira sur le pseudo-mariage de personnes de même sexe, qui dénature l'idée de filiation. On voit aussi depuis quelques années des articles qui étaient parus, qui accusaient la France d'être à la traîne sur ce terrain-là, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est l'ensemble des nations qui sont concernées, c'est un projet global et mondial. Autre exemple aussi avec l'idéologie du genre, vous le savez, qui gomme la complémentarité homme-femme. On peut citer aussi la loi Bertinotti qui va arriver sur la famille, qui prétend abolir le modèle traditionnel au bénéfice de modèles familiaux multiples,
En fait, tout est arasé, tout est mis sur le même plan. La famille, c'est plus papa, maman et des enfants. Et puis bon, dernier exemple en date, on a l'exemple du pingouin de la rue du Cirque qui installe sa concubine à l'Élysée et qui nous parle d'affaires privées. Est-ce qu'on peut parler d'affaires privées quand sa concubine, justement, et de tous les déplacements internationaux est présentée comme la première dame? À ce moment-là, l'affaire privée ressemble beaucoup à une affaire publique. Et ce qui est très révélateur, là aussi, c'est que cet exemplaire, le couple présidentiel a quelque chose d'exemplaire, fatalement, dans l'image publique qu'il donne et qu'il rend. Et ça va toujours dans le même sens. La deuxième chose, eh bien, c'est la destruction des nations. Les peuples aussi sont appelés à disparaître, après s'être soumis dans un premier temps dans le cadre de la gouvernance mondiale. La première attaque a été portée par le biais de l'immigration massive qui devait achever de déraciner les peuples européens qui étaient déjà fragilisés, du moins en partie par l'exode rural. La deuxième est arrivée par le biais de l'Europe bruxelloise, au bénéfice de laquelle les nations ont accepté de renoncer à une large part de leur souveraineté. Ceci malgré les peuples. On se rappelle comment Sarkozy a imposé le traité de Lisbonne après le rejet par le peuple français du projet constitutionnel giscardien. Auparavant, il y avait eu le traité de Maastricht. Il y a des détails qui montrent quand même ce qu'il en est, et quelque chose qu'on a totalement presque passé sous silence, par exemple, c'est que le peuple danois avait refusé le traité de Maastricht. Il a été appelé à revoter un an plus tard, et comme les Danois qui n'étaient pas contents, un certain nombre d'entre eux manifestaient vivement, la police a quand même tiré à balles réelles. Il y a eu plusieurs blessés. Ça n'a pas été tellement... c'est pas souvent souligné par les européistes. Aujourd'hui, Hollande signe un traité européen préparé par Sarkozy. Tout ça va toujours dans le même sens, qui est la réduction de la souveraineté et la soumission aux diktats supranationaux. Le seul qui résiste, enfin le seul, en tout cas celui qui résiste de façon la plus visible, c'est Vladimir Poutine, qui est coupable d'avoir restauré l'État russe et qui est vilipendé pour cette raison par toute notre classe en fait politico-médiatique. Nous nous dirigeons ainsi vers quelque chose qui ressemble fort au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un livre que tout résistant politique devrait avoir dans sa bibliothèque. Et on peut se demander d'ailleurs si c'est une œuvre de fiction ou une œuvre d'initié, quand on sait que Julian Huxley, le frère d'Aldous, eugéniste et partisan du transhumanisme, fut le premier directeur général de l'UNESCO. Comme le disait le cardinal Ratzinger dans une préface à un livre de Michel Jouillance, justement, il n'y a plus aujourd'hui une philosophie de l'amour, mais seulement une philosophie de l'égoïsme. Et cette philosophie de l'égoïsme se traduit par les attaques que l'on constate en permanence contre la vie. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut être le plus nombreux possible demain à la marche pour la vie. Pourtant aussi puissantes que soient les forces de mort, il ne faut pas oublier qu'en politique, c'est là aussi, ça fait partie du catéchisme maurassien, tout désespoir est une sottise absolue, ce qui ne veut pas dire du tout que nous ne puissions pas être défaits finalement, mais que lorsqu'on se trouve le dos au mur, les lamentations sont inutiles, il vaut mieux faire face et combattre. Pour ça, nous ne sommes pas seuls d'ailleurs, il y a quand même de grandes forces sur lesquelles nous pouvons compter, comme par exemple la papauté, comme par exemple aussi, j'en parlais, la Russie, qui eût cru en 1981 justement que les espoirs de liberté viendraient de ce côté-là, et puis évidemment le réveil du peuple français auquel on a assisté en 2013. Ce que nous défendons, c'est la civilisation, c'est une conception de l'homme et de la liberté conçue comme toutes les libertés concrètes. Ça vaut le coup, nous devons être debout pour cela. Comme le disait Jeanne d'Arc, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Eh bien, les hommes d'armes, c'est nous. Votre Majesté, Mesdames et Messieurs, amis de la relève, bonsoir. Dans la voix tonitruante qu'insuffle une journée d'Ivan Denisovitch, Alexandre Solzhenitsyn nous raconte l'éthique qui pourrait résister au goulag. Ici, les gars, c'est la loi de la taïga. N'empêche que même ici, on peut vivre. Ce qui ne fait jamais de vieux os au camp, c'est les licheurs d'écuelles. Le pilier d'infirmerie est celui qui va moucharder chez le parrain.
Voilà certainement l'horizon qu'aperçoit notre relève. L'horizon de sa dignité française, malmenée par des forces qui éviscèrent notre caractère, notre identité et nos droits, pour mieux servir des divinités habillées d'or ou de vices. L'horizon aussi d'une refondation, d'une résistance dont les enjeux dépassent de beaucoup nos modestes engagements. De cette génération résistante, il s'agit de désigner les souffrances, tant il est vrai que l'engagement pour la cité se lie profondément à la conviction qu'il faut en combattre les maux et les médiocrités. Nous sommes les rejetons de deux blessures profondes faites aux Français. La première, c'est l'abdiction devant des forces économiques et relativistes dans la préservation de la dignité humaine et citoyenne. La seconde consiste en la déconstruction de la nation en tant que force de production et d'entraînement des individus. Dès lors, cette génération est condamnée à la résistance et à la lutte afin de se projeter, s'accomplir, et en ce qui concerne sa réalisation personnelle, et en ce qui concerne sa réalisation collective. Humain et politique d'abord. Voilà le défi qui nous est posé si nous choisissons que nos vies n'ont à se subsumer ni dans le charivari des échanges financiers, ni dans le charabia des profanateurs de la nature humaine. Si nous voulons un printemps français, nous nous destinons donc à un printemps de la dénonciation active et militante des forces illégitimes qui viennent asservir nos libertés, nos choix, qu'elles se présentent sous la forme caoutchouteuse qu'un Catalan excité fit abattre sur nos têtes, ou dans les matraques perverses que des moutons politiciens et leurs bergers distribuent à grand renfort de propagande oligarchique. Ce paysage générationnel explique l'ensemble des combats dans lesquels la relève a choisi de se jeter. Refus de la dénaturation du mariage et du saccage de la famille. Dénonciation des coteries brisant nos choix souverains. Jacquerie contre un centralisme borgne et mortifère. Coagulation, bientôt, des colères éveillées par les interminables abus d'un régime oligarchique. L'oligarchie, à vrai dire, concentre les feux de nos consciences résistantes. Les 30 000 clercs, habitués à trahir, n'ont de cesse de briser les solidarités charnelles et les efflorescences si précieuses qu'enfante le pays réel. Nous les avons vus organiser l'infanticide prénatal pour précariser bientôt de nouvelles consommatrices. Nous les avons vus abandonner les frontières, les droits régaliens, pour sustenter l'appétit infini des argentiers cosmopolites. Nous les avons vus transformer l'étude en marchandisation de soi, l'amour en hygiène individualiste, la politique en instrumentation des peuples pour asseoir les insupportables privilèges assignés aux grands prêtres de la société de consommation. L'oligarchie, 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 c'est elle qui martyrise notre jeunesse et dont l'arrogance immodérée a réveillé le sel dissident face aux orgies robotiques. Pour nous soutenir, hâtons-nous d'en revenir aux médecines de nos âmes, nos maîtres, nos valeurs, notre bon sens. Charles Maurras, dans les dernières lignes de L'avenir du nationalisme, désigne les deux saints qui nourrissent ce réveil qui pourtant n'en finit plus d'étonner les fossoyeurs de la France. Je ne cesserai pas de répéter que les Français ont deux devoirs naturels, compter sur le patriotisme de leur pays et se fier à son intelligence. Ils seront sauvés et par l'un et par l'autre. L'actualité de notre génération, c'est donc cette belle conviction qu'il est plus que temps de créer d'anciennes valeurs. Nous ne pouvons plus parler pour nous consoler, et nous croyons fièrement que le réel nous invite à défier les grotesques parures de la dictature du vide, mutilant l'esprit français. Nous ne voulons plus de leur bourgeoiserie partisane qui tiennent lieu de dialogue politique ou d'appareils de formatage. Nous ne voulons plus cacher notre identité, nos passions, nos idéaux, sous l'honteux prétexte qu'il faudrait se coucher devant les impérieuses exigences d'un système qui n'a de cesse de nous haïr. Penser clair et marcher droit, voilà le défi qui revient toujours aux générations conscientes. Certains doutent pourtant que nous fussions autre chose que des hussards penauds, momentanément sortis de la torpeur du confort, et que notre relève soit un accident de l'histoire. C'est qu'ils oublient que les supplices doivent avoir une fin, la mort ou l'insurrection, le retranchement des fausses contingences ou le baisement à des fantômes bruxellois, saoudiens et new-yorkais. La France, finalement,
ou l'hallali de notre civilisation française. Patriotisme et singularité de l'esprit français nous interdisent d'embrasser la terrible anomie promue par ceux qui nous marchandent. Et cette flamme, cristallisée partout, mais dissimulée par les lutteurs de place, de palace ou d'écran, brûle en nos cœurs, à qui peut-être le destin, la providence ou le hasard a demandé de se lever. Qu'ils méprisent, qu'ils honnissent, qu'ils dénoncent, qu'ils emprisonnent. Nous avons pour nous Bernanos et ses enfants humiliés, qui nous disaient « La jeunesse tient dans la société la place de l'amour dans la vie d'un homme. Cette part peut être immense. Elle ne paraît nullement indispensable à qui n'observe les choses que du dehors. Cette place insigne qui nous est impartie, nous devons nous promettre de ne jamais en mépriser la valeur, de ne jamais en oublier les exigences, puisqu'elle est bien la flamme d'un amour français qu'il serait criminel d'oublier sous le boisseau des égoïsmes et des turpitudes de ce monde. La relève se dresse donc et vient d'inverser dans l'odieux urinoir du spectacle de la politique oligarchique un frémissement dont beaucoup voudraient déjà pourrir les fruits. Nous les avons vus, les naïfs pressés de retourner dans les girons rassurants de la droite de l'argent. Nous les avons vus, les sophistes de rose vêtus, méprisant ceux qui les avaient fait rois. Nous les avons vus, les médiocres, qui minaudent et trahissent. Gardons-nous cependant de les condamner. Car s'ils espèrent encore que leur servilité sera plus confortable que notre insurrection, c'est bien que chacun d'entre nous est en deçà de ce qu'il doit à sa nation. En deçà dans le travail intellectuel, dans l'attention à son prochain, dans la cohérence de ses choix. L'enjeu est vital. Constituer et entraîner une élite sincèrement amoureuse du pays réel et capable à l'avenir de mener une guerre à mort contre l'insupportable maelstrom des avides et des fureteurs présidant à la destinée de notre mère, la France. La voici donc la relève. La voici qui s'engage avec un objectif concret, investir chacun des champs que nous abandonnons depuis trop longtemps aux nervis de l'oligarchie. Investir tout le corps social en se souvenant que c'est dans la belle vie du pays réel que nous devons nous engouffrer afin de restaurer l'esprit national. Elle se lève pour aider le bambin descendant l'escalier pour consoler la société du divorce, des atomes esclaves des machins économiques, des anciens esselés et des pierres qui hurlent contre le crime que leur fait notre lenteur à croire et à combattre. Génération rebelle, certainement, résistante pour sûr, mais d'abord et pour tout, génération française qui puisera ses forces dans la fréquentation la plus sincère et la plus profonde de notre patrie. Génération qui, en un mot, se souvient du mot du vieux sage Sénèque « Dum differtur transcurrit », cessons de différer avant que la France ne se jette en d'autres bras. Majesté, Monsieur le Professeur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis de l'Action française, ce n'est pas à vous de dire à quel point la France se dégrade depuis la Révolution française. Mais je constate qu'à aucun moment de son histoire, la République n'est arrivée à dégrader notre pays au stade dans lequel nous nous trouvons. Comme vous avez vu cet après-midi, nous avons constaté que notre souveraineté nationale a été bradée, ou tout simplement nous avons perdu notre indépendance, notre souveraineté nationale, en nous soumettant à ces dictates imposés par Bruxelles. Notre souveraineté est également atteinte par la mondialisation à laquelle nous avons également adhéré, mais également aux choix politiques qui nous sont donnés par la politique étrangère édictée par Washington. Deuxièmement, nos spécificités identitaires et culturelles françaises sont atteintes par ce phénomène de l'immigration massive qui a mis en cause nos spécificités identitaires, culturelles, chrétiennes, catholiques et françaises. Et malheureusement, comme vous voyez, la France est en train de se désintégrer. Désintégration à cause de ce phénomène d'immigration massive pour lequel nous n'avons pas les moyens de pouvoir gérer,
mais également la recrudescence de la violence, de la délinquance, de l'insécurité que nous vivons tous les jours et dont nous sommes tous témoins. Également, la République nous établit des lois, des règlements qui sont véritablement dans un imbroglio juridique. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme il a été souligné tout à l'heure, il y a des lois qui sont inspirées de cet esprit du siècle des Lumières, que je dirais plutôt le siècle de l'obscurité. Premièrement, une loi en 2004, et c'est l'avocat qui vous parle, qui brade, qui facilite le divorce. C'est le divorce pour tous. Et quelques temps plus tard, une autre loi, créée pas pour des raisons démagogiques, et qui nous raconte que non, c'est plutôt le mariage pour tous. Mariage pour tous, avec une politisation de ce phénomène, en créant également des difficultés juridiques. Mariage, on le sait, quelle est la définition du mariage? C'est l'union de deux sexes en vue de la procréation. L'expression même du mariage a été mise en cause par cette nouvelle loi qui vient d'ailleurs contredire la première de 2004. Mieux encore, cette loi ne prévoit pas, en cas de divorce, et surtout qu'il y a l'adoption, on a créé un palliatif d'ailleurs, c'est que on marie deux personnes du même sexe. Personnes du même sexe, je n'arrive pas, comment est-ce qu'on peut avoir des enfants? On peut procéder par une adoption. Mais en cas de divorce, à qui appartiendra la garde de l'enfant? Au père ou au père? Ou à la mère ou à la mère? Des questions qui se posent avec dans cet imbroglio juridique, comme d'ailleurs au niveau fiscal. Nous le voyons, vous le voyez, nous le sentons, nous le vivons tous les jours. Une augmentation massive des impôts. Le gouvernement actuel, avec le président de la République, ne cesse d'augmenter nos impôts. Et d'un coup, le Premier ministre nous dit quoi? On va remettre la fiscalité à plat. Quelques mois avant, on augmentait les impôts. Quelques jours après, on va remettre la fiscalité à plat. Tels sont les fondements de cette législation républicaine. Et d'ailleurs, républicaine au nom de la liberté. Au nom de la liberté, la République bafoue les libertés. Je pense que je n'aurai pas trop le temps de vous parler ou vous donner des exemples sur ces différentes atteintes aux libertés quotidiennes des Français. L'actualité le démontre. Mais au moment où je vous parle, ce matin même, la République, par un arrêt préfectoral, vient d'interdire aux descendants des rois Henri IV et Louis XIV, son Altesse royale, le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, ce matin même, l'accès à la cathédrale de Sens, où il comptait s'incliner devant la tombe de son ancêtre, le dauphin de France. Et c'est une honte. Au nom de cette liberté, nous avons vu ce qui s'est passé le 11 novembre. Des Français qui osaient montrer leur mécontentement sur les Champs-Élysées. Ils portaient d'ailleurs un bonnet rouge quelques jours avant Noël, d'ailleurs, par sympathie, surtout plus, et non pas avec le Père Noël, mais avec les bonnets rouges, avec les manifestants donc plutôt de Bretagne. Ils se sont vus arrêtés, mis en garde à vue, conduits et traduits devant les tribunaux de la République pour avoir commis un crime de lèse-république. Voilà le malaise. Voilà la situation qui conduit à ce dégoût aujourd'hui des Français et qui s'explique également par le fait qu'il y a un ras-le-bol de cette démagogie républicaine, une démagogie républicaine qui exacerbe en fait les Français et qui sont en train
de rechercher, de revenir pour reconquérir le système avec une relève, je dirais, du peuple réel contre le pays légal. Ce pays légal qui veut nous imposer, comme on disait tout à l'heure, Éric le disait tout à l'heure, Éric Letty, la dictature de la pensée unique. La République aujourd'hui, par son système de standardisation jacobin, par la mondialisation, est en train de détruire nos spécificités locales. Eh bien, moi je vois, c'est qu'aujourd'hui il y a une relève qui doit se faire et qui est en train de se faire, qui est celle du pays réel, celle de nos provinces, celle de nos localités, qui veulent toutes finir par le système du déchirement des partis politiques, du déchirement que impose la démagogie républicaine, pour restaurer, à partir de la restauration de ces libertés par le bas, préparer à la venue de l'instauration de l'autorité par le haut, avec le retour du roi qui garantit la pérennité de la France millénaire, chrétienne et catholique. Vive le roi et vive la France! Et vive l'action française qui nous a permis de nous réunir de tous bords et au-delà de tous les clivages politiques. Si on est là pour dire que ça va mal en France, je crois que tout le monde est d'accord. Et si je venais vous dire que ça va bien, vous me prendriez pour un imposteur et vous auriez raison. Pour autant, effectivement, il y a de bonnes raisons d'espérer. La République, depuis qu'elle a été créée, c'est pas par hasard qu'on fait ça le 18 janvier, on n'est pas loin de la fête du 21 janvier. Rappelons-nous, bientôt, donc demain soir, nous vous invitons tous à venir défiler avec nous, participer à cette retraite au flambeau pour rendre hommage à notre roi Louis XVI. Non pas parce que nous voulons commémorer avec une certaine piété la mort d'un roi martyr, même si nous souhaitons le faire, nous voulons surtout rappeler que dans notre cœur, la royauté est toujours vivante. Et si nous rendons hommage au roi Louis XVI, c'est parce qu'effectivement, cet assassinat dont a été victime la famille royale, c'est un assassinat dont la France a été victime. C'est la France qui a été assassinée à ce moment-là. Et depuis la mort du roi, le poison continue, ce poison mortel qui a été mis en place en 1793, continue à se dissiper et de république en république. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint de Hollande, et on a bien raison. Hein. Le petit motard, comme on l'appelle, celui qui représente si gravement et si malheureusement notre pays aujourd'hui. Enfin, Dieu merci, peu de Français se reconnaissent en lui. Mais le socialisme, avec ses lois délirantes qui ont déplacé les foules et qui ont provoqué la colère de nombreux Français, le socialisme n'est qu'une maladie vénérienne de la République. C'est tout. C'est un avatar. La République elle-même, par son comportement et par sa nature, n'a fait que, allant de parti en parti, comme dit la chanson, pour ceux qui la connaissent, est une prostituée. La République s'est vendue toujours au plus offrant. C'est un système d'actionnaires, un système de partis qui distribue des prébendes, pardon. C'est un système un système d'abus de pouvoir en permanence, systématique, qui s'auto-proclame souveraine, mais qui n'est souveraine sur pas grand-chose. À côté de ça, il y a la nation. La nation, c'est la France. Alors, on en a parlé tout à l'heure de la nation. On a parlé du peuple également. Mais la nation, de notre point de vue à nous, royalistes d'Action française, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas une vision fugace, une vision purement culturelle, ou purement imaginaire, une espèce de volonté. La nation, c'est une réalité qui était incarnée par la personne du roi. Quand on criait « Vive le roi » à Bouvines, on criait déjà « Vive la nation ». Effectivement, nous avons lieu de nous irriter, mais nous avons également lieu
d'espérer. Je ne vais pas vous reciter Maurras, ça a déjà été fait tout à l'heure. Je ne vais pas vous le redire, mais la relève, elle a été décrite, elle existe, mais la relève, c'est aussi l'action française. C'est-à-dire, la relève, c'est vous. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais vous êtes tous des esprits libres. Vous êtes des gens, et ils sont de plus en plus rares de nos jours, et c'est peut-être pour ça que ces manifestations de 2013 sont un encouragement pour nous. Vous êtes des gens qui pensaient par eux-mêmes. Et ça, c'est une grande richesse. Et il faut mettre à profit cette richesse pour remettre en cause effectivement un système qui, de toute façon, si on fait une analyse objective, se dégrade d'année en année depuis au moins, au hasard, 2 siècles. Ce système qui a été imposé à la France éprouve durement notre pays. Mais on arrive à un stade où cette dégradation, ce pourrissement par le système qui enserre notre pays devient tellement visible, tellement dur à supporter, qu'une réaction est en train de naître. Alors elle n'est pas toujours pensée, elle n'est pas toujours comprise, elle est au départ un peu viscérale, les gens sont épris de liberté. Ça, c'est un des privilèges de notre pays. On est un pays de liberté. Les gens veulent pouvoir penser par eux-mêmes, veulent pouvoir juger sur des éléments objectifs et non pas sous la pression ni d'un pouvoir, ni de médias qui en permanence essaient de rabâcher des vérités, une pensée qui est d'autant plus unique qu'elle devient de plus en plus pauvre, de plus en plus réductrice. Et on veut nous imposer, effectivement, on arrive là à la croisée des chemins parce qu'on est au stade où, et c'est en cela que je dirais que le socialisme est peut-être une chance pour nous, parce que le socialisme a utilisé le système républicain comme moyen massif pour essayer de réduire, de changer, de modifier la réalité même du peuple. C'est-à-dire que, non content de s'être attaqué à la nation sur bien des aspects, sur le plan de la politique étrangère, sur le plan de son économie avec l'histoire de l'euro, même sur le plan, je reviens, j'entendais M. Martinez ce matin, enfin tout à l'heure dire que nous sommes une copropriété, que cette copropriété, bien, il faut bien définir son fonctionnement, et ça je suis absolument d'accord. En revanche, définir le fonctionnement de la copropriété pour justement mettre les oligarchies financières mondiales qui nous tiennent à la gorge actuellement, pour les mettre au pas, ça suppose que ce soit les nations qui décident, et non pas ces oligarchies qui aujourd'hui ont les cartes en main, et pas les nations. Aujourd'hui, les nations ne sont pas convoquées à cette négociation. C'est aujourd'hui les oligarchies qui, justement, financières, Goldman Sachs et d'autres, les banques, c'est eux qui tiennent les cartes. Donc il faut d'abord que cette espèce de mondialisation perverse qui est portée par la finance internationale puisse être combattue et réduite et maîtrisée par des nations indépendantes, des nations totalement souveraines qui puissent s'imposer et au départ peut-être en retardant la mise en place de cette organisation mondiale à laquelle que nous souhaitons tous, dans la mesure où ce sont les nations qui décident. Donc, c'était une petite aparté, mais c'est important, je crois qu'il fallait le rappeler, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à tôt ou tard, il faudra bien s'organiser, ça là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et donc, je suis là, on m'a demandé de conclure, donc je le fais, et j'étais très très impressionné par la qualité des interventions tout au long de cette longue après-midi, et j'en ressors donc que cette relève, c'est nous qui devons la porter. La porter parce qu'à l'Action française, nous avons une habitude de réflexion, de penser, et de penser non pas coincé, c'est-à-dire on est capable de recevoir des gens de bords différents et dialoguer avec eux, parce que le dialogue est une force de l'intelligence, et c'est une capacité que nous avons à l'Action française de ne pas être unique, de ne pas être limité à une espèce de réactivité épidermique, mais être capable d'entendre, et notamment quand il s'agit des combats sociaux et de tout ce qui touche l'intérêt des peuples de France, d'entendre ceux qui sont directement sur le terrain et qui vivent au quotidien
cette difficulté qu'ont les hommes et les femmes et les familles dans leur globalité à vivre sous la pression qu'ils subissent actuellement. Donc notre force, c'est pas seulement d'avoir raison, notre force, c'est d'avoir l'intelligence des hommes, d'avoir la volonté d'entendre et de comprendre. Et il est plus important que tous ces gens qui sont aujourd'hui, et qu'on va rencontrer à Jour de colère, tous ces gens qui sont vraiment exaspérés par le système, prennent conscience que ce n'est pas seulement les socialistes qui nous posent problème, mais globalement le système qui nous étreint. C'est un système qui, depuis 200 ans, s'en prend à la nation, s'en prend au peuple, et maintenant s'en prend même au genre, s'en prend même à la nature même de ce que nous sommes. Et tout ça, c'est logique, c'est cohérent. Ils ont tué la première famille en 1793, pendant la Révolution, qui était la famille royale, et maintenant ils s'en prennent à toutes les familles. C'est tout à fait cohérent, c'est logique. Les marchands sont entrés dans le temple et les marchands règnent sur le temple. Aujourd'hui, si nous ne servons, si chaque individu, qui est un trésor, qui est un infini, chaque personne est un royaume, si on veut nous réduire, si on veut réduire chacun d'entre nous à des numéros sans genre, sans sexe, sans pensée, c'est parce que tout simplement, on a besoin de consommateurs dociles. Et le système de marchandisation dans lequel nous sommes et qui bénéficie certainement à un certain nombre de personnes, et il faudrait un jour qu'on puisse les désigner, les montrer du doigt, parce qu'il faut qu'on sache qui c'est, eh bien ces gens-là ont tout intérêt, effectivement, à ce que nous ne soyons plus qu'une masse anonyme. Et nous refusons, bien évidemment, cet anonymat, et nous refusons, bien évidemment, d'être assimilés à une masse, parce que nous sommes des Français, des familles, des gens de culture, des chrétiens pour beaucoup, des catholiques. Nous sommes une nation. Le principe même de la nation, c'est un cadre de solidarité. Et nous sommes solidaires en ce sens que nous appartenons à la même France, que nous aimons cette France, et nous l'aimons tellement cette France que nous voulons lui donner un roi, pour qu'elle soit unie et pour qu'elle soit forte. C'est ce que je vous souhaite à tous. Pour l'année 2014 qui commence, c'est que, très rapidement, les Français prennent conscience que pour unifier notre pays, et pour devenir fort, et pour être sous la protection de l'État, eh bien, il faut que cet État retrouve son unité à travers la restauration de la monarchie. Alors nous sommes là pour restaurer la monarchie, nous les gens d'Action française. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord sur ce point-là, mais ça, c'est notre spécificité. Nous y tenons particulièrement. Et pour cela, eh bien, je vous invite tous à nous rejoindre donc demain à la marche au flambeau, devant la Madeleine à 19 h. Nous allons rendre hommage à notre roi Louis XVI. Et nous serons également présents à la marche pour la vie pour ceux qui pourront se déplacer. Et nous serons aussi présents dans toutes les manifestations du pays réel qui remettent en cause le système que nous combattons depuis toujours, c'est-à-dire la République. Chers amis, Majesté, merci encore de ce bonheur. Avant de nous quitter, je vous propose, puisque nous sommes entre royalistes et nous avons un hymne qui est la royale, je vous propose que nous terminions par une royale. Français, parlons avec courage, mais sur le sol, pour rassembler nos rois, nous recevons en héritage le champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même terre aussi pourtant, qui l'ont habillé le domaine. Il faut savoir qu'il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance,
claire.